Bonjour à tous, à toutes. Nous commençons donc un nouveau cycle, un cycle sur l'Inde, qui sera composé de trois interventions. Aujourd'hui, donc, une intervention surtout historique sur l'Inde de Nehru à Modi, puis ensuite une intervention sur l'Inde et la France, notamment d'un point de vue culturel, et enfin une troisième intervention sur l'économie de l'Inde. Donc aujourd'hui, brièvement, en aussi peu de temps, c'est quand même difficile de faire le point sur la vie politique de l'Inde depuis 1947. Auparavant, à titre d'introduction, je voudrais simplement rappeler que l'Inde s'affirme aujourd'hui comme l'une des puissances émergentes majeures du XXIe siècle. Elle dispose d'atouts vraiment déterminants. Euh, le premier atout, peut-être, c'est sa démographie très dynamique, puisqu'elle compte 1 465 000 habitants. Donc, c'est l'État le plus peuplé du monde. Elle est passée devant la Chine, qui compte 1 425 000. Autre atout, c'est que c'est évidemment un marché intérieur en pleine expansion. Euh, Nous verrons aussi que c'est une économie très innovante, portée par les technologies numériques, avec un vrai vivier de talents hautement qualifiés dans les sciences, dans l'ingénierie. Sur le plan de la diplomatie, une diplomatie qui est de plus en plus active et qui profite évidemment de sa position géostratégique clé. Et enfin, peut-être ce qui nous épate le plus à nous Français aujourd'hui, c'est sa croissance soutenue, puisque le taux de croissance du PIB est de 6,5% en 2024-2025, et on pense que ce taux sera maintenu pour 2025-2026, alors qu'en France, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, ce taux était de 1,2% en 2024, et on pense qu'il s'abaissera à 0,7 dans le meilleur des cas pour 2025. Donc, un pays par conséquent avec beaucoup d'atouts déterminants, mais pourtant, ce pays est très mal connu en France. Il y a peu de spécialistes sur l'Inde, je vois notamment dans les universités, même dans de grandes universités. L'Inde occupe encore peu de place dans les médias. Donc, il nous a semblé, au sein de notre petite université du temps libre de Tarbes, qu'il fallait à tout prix rompre cette méconnaissance et donc amorcer un petit peu de, disons, une étude à la fois économique, historique et culturelle. Je dis bien amorcée. Alors, avant la première partie, pardon, je citerai parmi les grands spécialistes de l'Inde, je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais l'un des principaux est un historien, Christophe Jaffrelot, qui a fait de nombreux ouvrages, de nombreux articles et de nombreuses conférences sur l'Inde, notamment son dernier ouvrage, pardon, c'est L'Inde de Modi, dont je parlerai pas mal en troisième partie. Alors, nous allons voir donc, d'un point de vue strictement politique, trois périodes peuvent être dégagées depuis l'indépendance de l'Inde, depuis 1947. Une première période de 30 ans qui va jusqu'en 1977, perte disons, de la majorité par le parti du Congrès. Donc pendant 30 ans, c'est la construction d'un État démocratique qui vient d'accéder donc à l'indépendance, un État post-colonial. Ensuite, durant 37 ans, eh bien, on se rend compte que ce pouvoir qui s'est mis en place va se fragmenter, que le parti principal, qui était le parti du Congrès, va connaître beaucoup de difficultés, beaucoup de bas,
Et également, la société se fragmente. Et enfin, depuis 11 ans, une nouvelle ère a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Modi, donc depuis 2014. Alors, voyons donc les bases de ce modèle indien. Brièvement, je pense qu'il faut quand même partir du nationalisme qui est très fort en Inde et qui a au moins pour origine, disons, la période coloniale. Ce nationalisme s'est forgé en effet lors de la lutte contre les Anglais. Je vous rappelle donc que les Anglais ont occupé pendant 190 ans la péninsule indienne, c'est-à-dire à partir de 1757. Alors si on prend la période où ils ont administré directement, contrôlé directement, il faut partir de 1858, là, au moment de la révolte des Sipais. Mais sinon, les Anglais ont mis le pied véritablement en Inde, donc depuis 1757. Alors, cette occupation anglaise, qui donc dure près de 2 siècles, n'a pas été évidemment totalement négative. C'est l'histoire de toutes les colonisations. On peut mettre au positif l'alphabétisation, même si encore aujourd'hui la moitié des adultes sont analphabètes, la formation d'une élite indienne, on en reparlera, sur le plan économique, l'irrigation, la construction d'un important réseau ferré, l'exploitation minière aussi, le développement des plantations de thé et de EVA, mais la colonisation a eu aussi, en Inde comme ailleurs, de nombreux effets négatifs. Par exemple, pour prendre un seul exemple, la désorganisation de l'industrie textile artisanale et la formation d'un misérable sous-prolétariat rural. Mais cette colonisation a eu surtout pour conséquence involontaire la création de nombreux mouvements nationalistes qui s'opposaient à cette occupation et notamment donc la création en 1885 d'un parti qui va occuper le terrain politique pendant des décennies, le Parti du Congrès, donc à partir de 1885. Alors, en 1905, le partage du Bengale entre musulmans et hindous va marquer vraiment la rupture entre les Indiens et les Anglais. Et 10 ans plus tard, Gandhi qu'on a surnommé, vous savez, le Mahatma, l'âme, hein, va prendre la direction d'un mouvement nationaliste qui aura deux aspects bien nets, la non-violence et la non-participation au gouvernement et à tout ce que les Anglais tentent. Et on arrive ainsi, grâce notamment au mouvement de Gandhi, à la fin de l'Empire britannique en 1947. Ceylan et la Birmanie deviennent indépendants et les musulmans forment les deux Pakistans après toute une série de massacres. Donc, ce nationalisme qui se forme très tôt face aux Anglais est un point fondamental, bien sûr, de l'Inde moderne. On peut également souligner l'existence d'une bourgeoisie puissante, intelligente, qui va participer au mouvement d'indépendance et qui va également participer à la mise en place du nouveau régime après la colonisation. Alors, les éléments les plus actifs, les plus avancés de cette bourgeoisie, ils sont de deux types. Il y a d'abord les grands milieux d'affaires, hein, c'est-à-dire les grandes familles dont les intérêts financiers, économiques sont dispersés sur l'ensemble du territoire, mais ces grandes familles acceptent, encouragent
la constitution d'un secteur étatique, notamment en matière d'industrie lourde, d'infrastructure, parce que ces milieux d'affaires sont vraiment désireux de préserver l'indépendance nationale. Donc si, je répète, les intérêts de cette bourgeoisie sont dispersés sur l'ensemble du territoire, il y a quand même accord sur la création d'un État solide, centralisé. Nehru représente bien ces milieux d'affaires, la famille de Nehru, mais parallèlement donc à cette bourgeoisie d'affaires, il y a aussi d'autres classes moyennes dans les villes, une intelligentsia qui est composée d'avocats, d'enseignants, de journalistes, qui eux aussi, mais pour d'autres raisons que les milieux d'affaires, eux c'est par progressisme, parce qu'ils veulent très sincèrement faire progresser le pays, et ils sont d'accord aussi pour participer à la création d'un État centralisé fort. Pour eux, c'est la seule manière de sortir le pays de la misère. Voici la dynastie des Gandhi, hein, donc aucun rapport avec Gandhi, le Mahatma, hein, c'est deux familles différentes, mais Nehru, donc, qui va être le premier chef du gouvernement de l'Inde, va donc avoir une fille qui épousera un Gandhi, encore une fois sans parenté avec le Mahatma, et qui auront trois enfants, nous en reparlerons. Mais je montre cette famille pour dire qu'elle représente bien par ses ramifications et puis surtout évidemment par son rôle très actif dans l'indépendance et dans la construction de l'Inde nouvelle. Alors, troisième point que je voudrais souligner rapidement, c'est que non seulement l'Inde a profité donc d'un nationalisme important forgé pendant la période coloniale, a pu s'appuyer sur une bourgeoisie puissante, intelligente, mais elle a pu construire aussi une constitution très centralisée. Et l'homme qui a joué à ce sujet un rôle très important, c'est celui qu'on appelle l'architecte de l'Inde moderne, c'est-à-dire Patel, qui sera vice-premier ministre et chef de file du Congrès, du parti du Congrès, pendant de nombreuses années. Patel, donc, ne va pas hésiter à contraindre par la force un certain nombre d'États princiers à se fondre dans le nouvel État. Ces deux cartes sont significatives. L'Inde avant Patel, à droite, donc on voit que l'unification est loin d'être faite, et l'Inde avec Patel, qui a réussi donc à regrouper les 544 États princiers et les associer aux provinces de l'Inde britannique. Voici donc Patel, l'Indien de fer, donc, qui a joué un rôle non seulement dans l'indépendance de l'Inde au moment de la bataille de la colonisation, mais, je le répète, pour son unité, même s'il a parfois utilisé la force pour rassembler les différents États. Alors, cet État centralisé a une constitution démocratique avec un président qui est élu pour 5 ans par le Parlement, les deux chambres du Parlement, et également par les assemblées des États. C'est une élection du président au suffrage indirect. Ensuite, il y a le Premier ministre qui est responsable devant la Chambre du peuple
il est nommé donc dans la majorité des chambres par le président, et deux chambres, le Lok Sabha, c'est-à-dire la chambre du peuple, élu pour 5 ans au suffrage universel, et le Rajya Sabha, c'est-à-dire le Sénat en quelque sorte, 250 membres élus pour 6 ans par l'Assemblée législative des États. Et dans chaque État, il y a un gouverneur qui est nommé par le président de l'Union, un gouvernement, un parlement avec une ou deux chambres qui légifèrent en matière de justice, d'éducation, de santé et de police. Les autres matières, notamment économiques, dépendent à la fois des États et du gouvernement central. Bon. Donc, pour terminer, j'ai été très rapide, je le sais, je veux dire que le président en Inde est un chef d'État essentiellement honorifique. C'est quand même un arbitre, un garant de la Constitution, mais celui qui exerce le pouvoir exécutif réel, c'est le Premier ministre. Enfin, dernier élément caractéristique de cette période, donc après 47, c'est l'existence d'un parti politique longtemps prestigieux, le Congrès. Voici le logotype, le logo du Congrès. Alors, le Congrès, c'est vraiment un parti à l'époque prestigieux. C'est d'abord le parti qui, aux yeux de tous les Indiens, a mené la lutte pour l'indépendance. D'abord avec Gandhi, puis avec Nehru. Et de ce fait, il a une légitimité morale. Il a été fondé en 1885 et après 47, il symbolise vraiment la liberté conquise et l'unité du pays. Voter pour le Congrès, c'est honorer l'héritage des libérateurs. Le Congrès, c'est aussi le parti de la nation et du consensus. À l'indépendance, l'Inde est immense, elle est diverse, elle est fragile. Le Congrès, lui, se veut un parti inclusif qui représente toutes les régions, toutes les castes, toutes les religions, toutes les langues. Alors, c'est certainement un parti un peu attrape-tout, hein, puisqu'on y trouve des nationalistes, des socialistes, des conservateurs, des laïcs, des religieux. Hein. Mais il incarne une forme de nationalisme civique pluraliste, non ethnique. Le parti du Congrès, c'est le parti de la construction démocratique. Sous Nehru a été Premier ministre de 1947 à 1964, eh bien, sous Nehru, le Congrès a jeté les bases de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire d'un État fédéral et d'un État laïque. Il a établi la planification économique, les grandes institutions, et notamment, il a défini la politique caractéristique de l'Inde de cette époque, c'est-à-dire une politique étrangère non alignée. Le Congrès, c'est le parti dominant. De 1952 à 1977, le Congrès a dominé toutes les élections, qu'elles soient nationales ou régionales. Et il fonctionne en fait comme un parti unique, tant il est enraciné dans la société. Ses réseaux locaux, son organisation hiérarchisée, la figure charismatique de Nehru, puis un peu plus tard d'Indira Gandhi, sa fille, en font un pouvoir incontesté. C'est enfin le symbole du progrès et du modernisme. C'est le parti du Congrès qui porte le projet d'une Inde moderne, laïque, scientifique
et socialement réformiste. Sous Nehru, le Parti du Congrès défend l'industrialisation, l'éducation, la science, et c'est sous Nehru aussi qu'il se positionne comme une troisième voie entre le capitalisme occidental et le socialisme soviétique. Donc c'est fondamental. Le parti a joué là un rôle unique. Mais assez vite, ce modèle imposé, créé par le Congrès, va peu à peu se déliter, en tout cas perdre de son influence. Alors, il y a affaiblissement du parti du Congrès, d'abord par manque de leadership fort et crédible. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu longtemps la domination de la famille Nehru, puis de celle de sa fille et de ses petits-enfants, Gandhi, mais néanmoins, il n'y aura jamais par la suite, notamment après la mort d'Indira Gandhi, de leader aussi incontesté. Donc il y a vraiment une crise de leadership. Le Congrès n'a pas su renouveler ses dirigeants, même si, nous allons le voir, certains successeurs d'Indira Gandhi ont pu exercer une action assez remarquable. Deuxième affaiblissement, c'est au niveau du soutien populaire. Le parti du Congrès a peu à peu perdu la confiance de plusieurs classes sociales, notamment les jeunes, les classes moyennes et les castes défavorisées, autant de classes qui vont être attirées par le parti nationaliste, le BJP, ou par des partis régionaux. Autrement dit, peu à peu, le parti du Congrès apparaît déconnecté, comme on dit aujourd'hui, des préoccupations nouvelles de l'époque. Son organisation interne a peu à peu faibli. Je le dirais, en énumérant un peu les gouvernements, il y a un manque de cohésion et de discipline au sein du parti. Il y a des défections qui sont assez fréquentes de membres du parti qui s'en vont vers d'autres formations politiques. La stratégie politique n'est plus aussi nette qu'elle n'était à l'époque de Nehru. On sent que le parti du Congrès a de la difficulté à proposer un programme clair et cohérent face au nouveau parti en montée, le BJP. Les campagnes du Congrès apparaissent souvent désormais comme défensives, nostalgiques, plutôt que novatrices. Et puis, il y a ce cancer de la corruption. Plusieurs scandales, j'en citerai certains, vont ternir l'image du Congrès. D'autre part, le Congrès n'est plus considéré comme le parti de l'ensemble de la population. C'est au mieux désormais le représentant des élites urbaines. Et ce qui va montrer cet affaiblissement et le marquer, c'est ce qu'on a appelé l'emergency, c'est-à-dire donc l'état d'urgence qui va être proclamé par Indira Gandhi entre 1975 et 1977. Indira Gandhi part du principe que l'Inde est en train de devenir ingouvernable et décide donc de prendre des mesures draconiennes, c'est-à-dire suspendre les libertés publiques, suspendre les élections.
Et il est évident que on a l'impression que l'Inde est en train de se transformer en dictature. De sorte que lorsqu'ont lieu les premières élections, en mars 1977, le Congrès et ses alliés n'ont plus que 40% des voix, et c'est une coalition, Alliance Janata, avec le Janata Party, qui l'emporte, donc pour la première fois, en mars 77. Alors, vous voyez, donc, dans cette première partie, j'ai tenté de montrer quelles étaient les bases et quel est le bel élan de l'Inde, notamment grâce au parti du Congrès, pendant donc on va dire, les 20, 30 premières années à partir de 47. Dans cette deuxième partie, je voudrais étudier justement l'inverse un peu, comment ce socle qui paraissait si solide va se fragmenter, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue social. Je commencerai par rappeler comment l'espace social s'est fragmenté. Bon, il y a évidemment, qui va jouer un grand rôle, le système des castes, qui va résister et qui va rester partout très fort. Alors évidemment, en principe, depuis la nouvelle constitution de 1949, le système des castes a été aboli. Donc tous les citoyens indiens sont égaux. En fait, le système persiste dû à des pesanteurs psychologiques et sociales. On ne reçoit pas chez soi les gens d'une autre caste. On se marie peu entre personnes de castes différentes. Vous voyez donc la hiérarchie des castes, avec au sommet les fameux brahmanes, 6,4% environ, c'est une estimation en 49, et après donc les castes supérieures, c'est-à-dire les Kastriyas et les Vaisyas, hein, qui forment environ un quart de la population. Et après, on passe aux castes inférieures, très nombreuses, et on arrive alors vraiment aux intouchables, aux parias, aux opprimés, qui représentaient environ 15%. Et ces 15% d'intouchables forment vraiment un prolétariat rural très misérable. Comme ils sont déclarés de naissance impure, ils sont, selon la religion brahmanique, tenus à l'écart de toute vie publique. Donc ils ont des revenus inférieurs à la moyenne, peu sont alphabétisés. Alors même si, je le répète, l'intouchabilité a été supprimée par un article de la Constitution, même si depuis 1950, des sièges au Parlement, 119 sur 542, sont réservés aux intouchables, même si des mesures législatives ont été prises pour leur permettre d'accéder à des emplois publics, 15% leur sont réservés, pour être promus, 17%, malgré tout cela, l'hostilité aux intouchables reste vive et éclatent régulièrement des émeutes anti-intouchables, notamment au Gujarat, dans les années 80. Parce qu'on veut leur interdire l'accès, par exemple, aux universités de médecine, alors que Gandhi leur avait réservé 20% des places. Donc, cet espace sociopolitique se trouve très fragmenté par ce système. Deuxième remarque expliquant la fragmentation de l'espace social, c'est la montée de nouvelles couches sociales. En effet, tout à l'heure, j'ai rappelé très sommairement qu'il y avait deux classes qui participaient activement d'abord à l'indépendance et puis ensuite à la constitution de l'Inde moderne.
donc des intellectuels urbains et une bourgeoisie d'affaires dispersée dans l'ensemble. Eh bien, plusieurs dizaines d'années plus tard, c'est-à-dire à partir de 1977 notamment, on voit de nouvelles classes. Ainsi, à la campagne, on assiste à une prise de conscience de la paysannerie pauvre. Donc, on nous expliquera, c'est pas mon but aujourd'hui, mon objectif, que une révolution verte s'est produite, au moins dans 3 endroits de l'Inde, là, qui sont soulignés par ces points rouges, et dans ces régions agricoles de la révolution verte, eh bien, en raison du développement de la productivité, de la mécanisation, du travail salarié, on a vu l'émergence d'un prolétariat agricole qui, peu à peu, acquiert une conscience des injustices, des inégalités qui le frappent. Autrement dit, il est beaucoup moins disposé que par le passé d'accepter cette situation. Et ce prolétariat rural est particulièrement sensible à l'intégrisme religieux, notamment au fondamentalisme musulman et à l'orthodoxie hindoue. Donc, il y a cette prise de conscience donc, de la paysannerie pauvre. Et le second phénomène, c'est l'apparition, notamment dans les villes, de nouvelles couches moyennes qui ne ressemblent plus tout à fait à celles qui ont animé la vie politique de l'Inde après 1947. Ces nouvelles couches moyennes urbaines, eh bien, elles sont à pro-gain, elles exploitent une main-d'œuvre salariée de plus en plus nombreuse, elles n'utilisent plus le langage socialisant des couches moyennes d'antan. Ces nouvelles couches moyennes ont un horizon social, politique, culturel assez borné par les frontières de leur province, de leur district. Autrement dit, elles ont du mal à percevoir les implications nationales d'une politique qui devrait se déployer dans l'intérêt de tout le pays. Donc, cette bourgeoisie urbaine est plutôt centrée, donc encore une fois, sur les États, sur ces provinces, sur ces villes. Et ça va nuire beaucoup à l'amélioration de l'unité nationale. J'en arrive enfin à une partie qui va peut-être être un peu pénible, un peu indigeste, mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour montrer la dégradation du système politique à partir de 1977. Donc nous allons voir presque une dizaine de gouvernements qui vont se former à partir donc de 1977 jusqu'à l'arrivée de Modi en 2014. Beaucoup de ces gouvernements appartiendront encore au Parti du Congrès, mais tout autant appartiendront à d'autres partis, à d'autres coalitions. Alors, sans m'étendre trop, je veux passer en revue et nous verrons que au départ, ça paraît assez énumératif, et puis ensuite, on peut faire une synthèse quand même de cette période mouvementée. Donc, j'ai distingué 8 grandes périodes de gouvernement. Alors, en 1977, donc, le Parti du Congrès perd les élections, après donc cette période de quasi-dictature d'Indira Gandhi, et c'est une coalition qui s'appelle le Janata Party, ça veut dire Parti du peuple, qui est au pouvoir. Alors, nous, avec nos Français, avec nos références à la droite, à la gauche, on cherche toujours, c'est assez délicat, mais disons, si le Parti du Congrès, on le situe au centre-gauche, eh bien, la nouvelle coalition, Janata Party, est plutôt à sa droite. Ce qui est très net, c'est qu'elle est
anti-Congrès. On va voir qu'elle va détricoter tout ce que le Congrès, notamment de la période d'Indira Gandhi, a pu faire. Et sa caractéristique, c'est surtout le libéralisme. Alors, premier point, c'est la restauration de la démocratie et des libertés. C'est le thème central du gouvernement Janata Party. Alors, il va abroger les nombreuses mesures d'exception qui ont été prises pendant l'état d'urgence par Indira Gandhi. On libère les opposants politiques qui avaient été emprisonnés sous Indira Gandhi. On renforce le rôle du Parlement pour éviter de nouveaux abus d'un exécutif trop fort. Il y a également quelques tentatives de réviser la Constitution, toujours pour empêcher toute future concentration autoritaire du pouvoir. Donc, en gros et en résumé, il y a des tentatives pour limiter les pouvoirs du Premier ministre et revaloriser le rôle des États fédérés face au pouvoir central. Voilà la tendance principale. Il y a un rééquilibrage institutionnel. En ce qui concerne la politique économique, bien cette nouvelle coalition, donc, qui va demeurer à peu près 3 ans au pouvoir, de 77 à 80, va mettre l'accent sur le développement rural. C'est un peu l'héritage de la mouvance de Gandhi, du Mahatma, tendance assez socialiste. C'est-à-dire que le nouveau parti au pouvoir va tenter de promouvoir une économie moins centralisée, moins dirigiste que cette économie l'était. On va essayer de favoriser les paysans, les coopératives, les petits commerces, les artisans. Et au contraire, on va se montrer nettement plus prudent vis-à-vis des grandes entreprises publiques. Alors que le socialisme d'État promu par Indira Gandhi, justement, s'appuyait sur ces grandes entreprises. D'une manière générale, on réexamine ce qui a été les abus qui ont été commis depuis l'état pas l'état de siège, mais l'état d'urgence, c'est-à-dire que on met en place des commissions d'enquête pour voir s'il n'y a pas eu violation des droits humains sous le gouvernement d'Indira Gandhi. Il y a des procédures judiciaires qui sont intentées contre Indira Gandhi, finalement d'ailleurs sans issue durable. Bref, il y a une réaction extrêmement forte. Enfin, en ce qui concerne la politique étrangère, eh bien, je l'ai résumé par le petit schéma que j'ai mis en dessous. L'Inde prend un peu plus de champ, de distance par rapport à l'Union soviétique, qui était quand même jusque-là le grand allié. Il y a un léger rapprochement avec le Pakistan et également avec l'Occident. Cela dit, la coalition Janata Party est quand même fragile. Il y a, parce qu'elle est formée, comme toute coalition, donc d'éléments divers ayant ayant des divergences importantes. Donc il y a des dissidences notamment. De sorte qu'en 1980, aux élections suivantes, c'est le parti du Congrès qui revient au pouvoir largement avec Indira Gandhi. Et ce parti donc, va rester au pouvoir jusqu'en 1984. Alors, je l'ai dit, victoire écrasante, échec du Janata Party qui était là jusque-là. Aussitôt, Indira Gandhi fait tout pour rétablir un exécutif fort, centralisé, et bien sûr, elle reprend le style de gouvernance personnelle qu'elle avait déjà incarné jusque-là.
Donc, je veux rappeler, j'aurais dû le faire avant, qui est Indira Gandhi. Donc, c'est la fille de Nehru. Et elle a épousé un certain Feroze Gandhi, qui n'a aucun rapport avec le Mahatma Gandhi. Donc, je dis bien aucun rapport. Et Indira aura 3 enfants, 2 fils et une fille. Mais l'important, c'est qu'il n'y a aucun lien de parenté entre cette famille Nehru, Indira Gandhi avec le Mahatma Gandhi. Donc, je viens de le dire, rétablissement d'un exécutif fort et centralisé, reprise d'un style de gouvernement personnel. Mais, et ça va devenir un leitmotiv qui va miner tous les gouvernements, c'est la montée des tensions régionales. Bien sûr, il me faudrait beaucoup de temps pour étudier ces tensions régionales, car elles sont toutes différentes et toutes sont plutôt complexes. Alors l'Assam, vous voyez où se situe l'Assam, donc tout à fait dans la partie est de l'Inde, hein, près du Bangladesh. Alors on assiste à une opposition assez massive des Assamais, des habitants de l'Assam, contre les migrations massives des gens venus du Bangladesh. C'est surtout une opposition donc sociale plus qu'ethnique, mais il y a aussi des violences interethniques, même si en Assam il y a à la fois des musulmans et des hindous, mais donc des violences interethniques. Et ce qui complique le tout, c'est qu'il y a une ethnie qui habite l'Assam, les Bodos, qui revendiquent carrément l'autonomie. Donc, une zone très troublée avec ces revendications de l'ethnie Bodo et également donc une opposition très nette aux migrations venues du Bangladesh. Le Cachemire, alors, on l'a qualifié de zone la plus instable du monde. Il y a 2 conflits, pour parler très brièvement et très simplement. Il y a un premier conflit qu'on peut qualifier d'externe entre le Pakistan et New Delhi. Et le Pakistan et l'Inde, pardon. Ce conflit a notamment pour origine des territoires. Nous sommes là dans une zone où musulmans, hindous sont quand même assez mêlés et il est bien difficile donc de vouloir occuper des zones, disons, ethniquement pures, pour parler comme certains séparatistes. Donc il y a ce conflit externe entre le Pakistan et l'Inde. Et il y a un conflit interne au Cachemire, dans la mesure où certains habitants du Cachemire, qui sont de religion hindoue, contestent la souveraineté de l'Inde sur l'État du Jammu et Cachemire, une région qui est à majorité musulmane. Troisième zone, le Pendjab. Alors le Pendjab se situe donc au sud du Jammu et Cachemire. Il y a 2 Pendjabs. Il y a le Pendjab donc occupé par le Pakistan et le Pendjab indien. Et au Pendjab, il y a donc surtout la revendication d'une population, la population sikh, qui est hindoue, mais avec des variantes importantes. Les Sikhs sont monothéistes, contrairement aux hindous, et donc il y a une hostilité entre les Sikhs et les hindous. Et les plus extrémistes des Sikhs demandent carrément la formation d'un État indépendant qu'on appellera le Khalistan. Une opération extrêmement importante
se déroule au mois de juin 84, qui a pour cadre un temple, un temple sikh, où l'État indien accuse les Sikhs d'avoir entreposé des armes. Donc, l'armée indienne intervient avec des chars, des véhicules armés, et c'est un carnage, 83 morts, et il est évident qu'il y a là une rupture entre la population sikh et le gouvernement indien. Et aussi, comme première conséquence, ce sera l'assassinat d'Indira Gandhi, à la suite justement de ce conflit du Pendjab. L'assassinat se produit le 31 octobre 84. Indira Gandhi donc traverse son jardin et là, deux Sikhs de son escorte lui tirent dessus et elle décède peu après. Et cet assassinat va déclencher des émeutes anti-sikhs massives en Inde. Le gouvernement qui va succéder donc à celui d'Indira Gandhi, ce sera un gouvernement donc avec son fils, un de ses fils, Rajiv Gandhi. Euh, Au départ, le dauphin d'Indira Gandhi, c'était son fils aîné, non, son fils cadet, pardon, Sanjay Gandhi. Mais celui-ci est mort en 1980 dans un accident d'avion. Donc, elle prendra pour dauphin son fils aîné, Rajiv Gandhi, sur lequel elle n'avait pas compté au départ. Alors, Rajiv Gandhi donc, va tenir un gouvernement pendant 5 ans. Les débuts sont très populaires, d'abord parce qu'il remporte, dans l'émotion de la mort de sa mère, une vaste victoire au Congrès, et puis parce que Rajiv Gandhi représente une génération modernisatrice, technocratique. Il va favoriser l'informatique, les technologies, les télécommunications. Vous voyez sur cette publicité faite par le Parti du Congrès, pourquoi Rajiv Gandhi est appelé le père de la révolution des télécoms. Donc, il augmente le nombre de téléphones, les connexions, la rapidité des connexions, etc. Donc, vraiment, il y a une modernisation très appréciable et très appréciée. Malheureusement, son capital de popularité va décliner assez rapidement en raison de la montée de scandales. Un des plus gros scandales, c'est le scandale de Beaufort. Alors, il s'agit de canon suédois
vendus donc à l'Inde, et le groupe qui les fabrique aurait versé pour plus de 40 millions de dollars en pots de vin à des fonctionnaires indiens, y compris le Premier ministre. Bon, et bien entendu, tout ceci apparaît comme scandaleux. Donc, on arrive à une perte de popularité très nette qui va notamment s'accroître, rebondir avec l'affaire Charbonneau. Euh, alors, l'affaire Charbonneau, au départ, c'est une femme musulmane qui, après avoir été répudiée par son mari, réclame une pension alimentaire. Et la Cour indienne va lui donner raison, affirmant que le droit au soutien financier dépasse les lois personnelles religieuses. Et ça va provoquer une très forte contestation dans le monde musulman. On estime que la Cour empiète sur la loi islamique et Gandhi va devoir faire adopter une loi qui limite l'accès des femmes musulmanes à une pension. Bref, l'affaire est devenue une affaire d'État et Gandhi s'en sort assez mal. Les élections vont donc être perdues par le parti du Congrès et on arrive à une nouvelle coalition, la coalition du Front National, le Jana Dal, pardon, c'est-à-dire donc par rapport au Congrès, je le classerai gauche modérée. Donc, cette coalition va être soutenue par le Parti nationaliste, le BJP, dont je reparlerai tout à l'heure, puis aussi par le Congrès. Donc, le Premier ministre, c'est ce Singh, que j'ai mis en photo ici, et le fait important, c'est pendant la période, la montée d'une nouvelle droite hindouiste, dont j'ai déjà parlé pas mal, le BJP, c'est-à-dire un parti nationaliste hindou, qui a démarré assez faiblement. Donc il est créé en 1980. En 1984, il y a encore 2 sièges seulement, mais il va savoir se faire une place centrale dans le débat identitaire, notamment en, voici donc le logo de ce parti nationaliste, notamment en s'investissant dans ce qu'on appelle la cause Ayodhya, qui va mettre le feu aux poudres du pays. Alors, Ayodhya, c'est donc une ville dans l'état de l'Uttar Pradesh. Là, il y a une mosquée, donc un lieu de culte musulman ancienne, la mosquée de Babri. Et depuis quelques années, des hindous surtout extrémistes, déclarent que cette mosquée a été construite sur le lieu de naissance du dieu Ram. Bon. Et le gouvernement cède, et en 1986, un juge ordonne l'ouverture de grilles qui permettent donc d'entrer dans la mosquée et qui permettent, que cette ouverture permet aux hindous de venir prier sur le site. Donc, j'espère que j'ai été clair. C'est une mosquée, donc un lieu de culte musulman, et là, on permet à des hindous de venir prier. Et ceci va donner lieu au début d'un antagonisme qui va se terminer très mal à propos donc de l'accès à cette mosquée entre hindous et musulmans. Nous en reparlerons très vite. Alors, c'est à ce moment-là, donc sous la coalition du Front National, que va se produire l'assassinat de Rajiv Gandhi. Alors, cet assassinat n'a rien à voir avec les conflits dont je viens de parler.
Euh, mais c'est un assassinat à propos du Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, c'est-à-dire Ceylan, était devenu indépendant donc à partir de 1948, donc au moment où l'Inde devient elle-même indépendante, et assez vite, les Singalais, l'ethnie principale de l'île, du Sri Lanka, va se trouver en antagonisme avec l'ethnie tamoule. Tamoul, ils sont nombreux sur l'île, mais ils sont nombreux aussi sur la côte de l'Inde. Donc, dans un premier temps, le gouvernement indien va soutenir les Tamouls contre les Singalais. Et puis, en 1990, Rajiv Gandhi décide que l'opération n'est pas bonne pour l'Inde et l'Inde se retire donc des forces, des forces de maintien de la paix, et, ce qui déplaît beaucoup aux Tamouls. Et Rajiv Gandhi va être assassiné en 91 par les tigres tamouls. Hein, donc, et cet assassinat est lié évidemment contre, à propos donc de l'intervention militaire indienne au Sri Lanka. Donc, c'est ainsi que se termine dans le sang cette période donc de 91-96. Donc, non, pardon, je dis une bêtise. Se termine cette période de 89 à 91 avec l'assassinat de Rajiv Gandhi. Et aux élections, le Congrès revient au pouvoir avec un certain Rao à la tête comme Premier ministre. Rao va devenir et est en train de devenir à l'époque une figure majeure du Congrès. Il est connu, vous allez le voir, pour avoir lancé de grandes réformes économiques. C'est un avocat réputé, un polyglotte. On dit qu'il parle 10 langues. C'est un écrivain aussi. Donc Rao est très connu et très populaire en Inde. Alors, le voici. Donc, première chose, Rao va permettre une libéralisation économique majeure. Autrement dit, sous Rao, et grâce à un ministre des Finances génial, Manmohan Singh, on va assister à une révolution, le passage d'une économie étatiste qui a été mise en place donc par le Parti du Congrès à partir de 1947 à une économie de marché. Et ce passage va lancer la croissance des décennies suivantes. C'est un peu, si vous voulez, ce qui s'est passé en Chine après la mort de Mao, quand Deng Xiaoping a décidé de mettre fin donc à l'économie maoïste, économie étatiste bien sûr, et de se lancer dans l'ouverture vers une économie de marché. C'est une révolution de ce type. Donc on assiste là à quelque chose de très important. Puisque mon collègue et ami Bruno Morin s'est chargé donc de parler de l'économie, je lui laisse le soin d'expliquer avec compétence exactement comment le ministre des Finances s'y est pris. Je ne fais qu'énumérer rapidement. Il a dévalué la roupie pour relancer les exportations. Il a libéralisé le commerce extérieur. Désormais, les droits de douane sont réduits. Les investissements étrangers pourront se faire dans de nombreux secteurs, un petit peu comme en Chine. Hein. Il y a également une réforme du secteur public et une réforme fiscale. Donc, c'est vraiment un moment essentiel. La politique étrangère est également, elle n'est pas révolutionnée, mais elle est réformée. Les relations avec les États-Unis, puisque nous sommes en 1991, donc le mur de Berlin est tombé 1 ou 2 ans auparavant, c'est la chute de l'Union soviétique, et donc les relations reprennent sur une autre base
il y a une normalisation des relations entre les États-Unis et l'Inde avec la signature notamment d'accords. Il y a aussi un renforcement des liens avec l'Asie du Sud-Est, avec l'ASEAN. Autrement dit, il y a une diplomatie qui est quand même plus pragmatique, moins idéologique qu'à l'époque de Gandhi, de Rajiv Gandhi. Mais ce qui va marquer douloureusement cette période, c'est la montée du nationalisme hindou avec la crise du sanctuaire d'Ayodhya. Alors, en effet, au mois de décembre 92, des nationalistes hindous manifestent contre toujours la mosquée de Babri, et ça aboutit donc à son incendie et à sa destruction. Et donc, aussitôt, des affrontements terribles ont lieu entre musulmans et hindous, avec la mort au moins de 2000 personnes. Et le gouvernement de Rao est accusé de passivité vis-à-vis de ce conflit. Donc, l'affaire d'Ayodhya, c'est une blessure majeure, une de plus, mais elle est peut-être majeure, dans les relations hindou-musulmans, et ça va donner évidemment un coup d'expansion au parti nationaliste, le BJP. Et le BJP, effectivement, en 2004, arrive au pouvoir, avec donc un premier ministre qui s'appelle donc Vajpayee. Alors Vajpayee continue en grande partie ce que son prédécesseur a tenté de faire, c'est-à-dire donc comment dirais-je, donner de la force sur le plan diplomatique, militaire, stratégique au pays. Des essais nucléaires ont lieu en 1998 à Pokhran 2, c'est au Rajasthan, au désert du Rajasthan. Donc il y avait eu déjà des essais nucléaires en mai 74, mais cette fois-ci, en 98, il y a 5 explosions, une bombe à fusion et 4 bombes à fission. Bien entendu, ces essais nucléaires entraînent des sanctions contre l'Inde, le Japon, les États-Unis, le Pakistan, protestent contre l'arrivée, disons, de l'arme nucléaire en Inde. Ceci, c'était pour renforcer donc l'armement, mais il y a aussi, lorsque le BJP là, est au pouvoir, des projets d'infrastructure tout à fait remarquables. C'est ce qu'on a appelé le projet du quadrilatère d'or. C'est vraiment c'est la grande initiative de ce gouvernement Vajpayee. Alors, le projet est commencé en 1998, il est presque terminé en 2008, mais enfin, il faudra attendre 2011 surtout. Alors, vous voyez, il est en forme de diamant, il relie la mer d'Arabie au golfe du Bengale et les 4 principales villes, Delhi, Bombay, Madras et Calcutta, par des autoroutes. Le coût, ce sera 20 milliards de dollars. C'est le projet le plus ambitieux depuis la construction par les Britanniques du chemin de fer au XIXe siècle. Et vous voyez ici le calendrier. Delhi, Calcutta, c'est terminé en 2011. Et le dernier échelon, c'est Calcutta, Madras, Chennai, qui se terminera en 2013. Au total, il y aura près de 6000 km d'autoroute. Et ce gouvernement continue donc la libéralisation qui a été commencée, c'est-à-dire qu'on accélère la réduction de barrières douanières, l'ouverture aux investissements étrangers. C'est vraiment le moment où le secteur
d'informatique logicielle connaît le plus grand essor. Vous voyez cette courbe, ce sont les revenus du secteur donc technique, informatique et de communication. Vous voyez que exactement pendant la période du gouvernement, là, la courbe brusquement monte, hein, et c'est le moment donc où les technologies nouvelles entre 1984 et 2008 connaissent un grand essor. Mais, et ça se termine toujours comme ça, des violences au Gujarat qui vont gâcher la fête, si je peux dire. Le Gujarat, vous voyez, c'est cet État qui est tout à fait à l'ouest de l'Inde. On en reparlera plusieurs fois parce que Modi, le Premier ministre actuel, est originaire du Gujarat. Alors, des violences éclatent entre hindous et musulmans. Pourquoi ? Parce que un wagon de chemin de fer a été incendié et on dit, alors donc il a été, c'est un incendie très meurtrier, il y avait dans ce wagon 59 pèlerins hindous et on impute l'incendie à des musulmans. Et en représailles, les hindous attaquent les quartiers musulmans, ce qui va engendrer la mort de plus de 1000 personnes. Et à l'époque, donc, c'est Narendra Modi qui est ministre, chef, premier ministre, disons, du Gujarat. Et on l'accuse d'avoir mis de l'huile sur le feu. Voici donc India Today, cette revue, un grand magazine, donc, et on appelle donc Modi le héros de la haine. Il est accusé d'incitation à la violence interreligieuse après l'incendie et les émeutes. Mais, en même temps, il devient le héros des nationalistes hindous. Je passe enfin au 8e gouvernement, le gouvernement donc de Singh, qui est l'ancien ministre des Finances sous Rao et qui devient Premier ministre de 2004 à 2014. Alors, c'est une période de reprise économique très forte. L'Inde connaît une période de croissance élevée avec des pics. Hein. Donc, vous voyez à nouveau, je montre la courbe, parce que je disais tout à l'heure que la courbe montait nettement. Là, elle s'élève toute droit pendant la période donc de Singh. Hein. Donc, il y a un essor de l'informatique, de la consommation intérieure considérable. Donc, on assiste, autrement dit, à une consolidation de la libéralisation qui a été entamée en 91, mais peut-être avec un accent un peu plus social quand même, comme vous allez voir. Alors, ces politiques sociales sont ambitieuses, intéressantes. Je les représente par ce schéma. Il y a d'abord une loi concernant le prolétariat rural. Peu importe en anglais, la loi est votée en 2005 et cette loi permet à tous les volontaires qui sont considérés comme nécessiteux de travailler pendant 100 jours payés au salaire minimum. On leur propose des travaux donc de construction d'infrastructures, protection de l'environnement, horticulture. Et cette loi va quand même toucher 50 millions de personnes par an. Deuxième volet de ce programme social, c'est le programme donc sur les subventions alimentaires. 4 milliards de dollars seront fournis par le gouvernement pour permettre aux 2/3 de la population d'acheter des grains à prix réduit. Et ça touche, vous le voyez, 2/3 de la population. Et enfin, une loi sur le droit des enfants, c'est l'arrivée de Ferry, si je peux dire, en Inde, droit des enfants, une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. Donc c'est vraiment l'État-providence. Quant à la politique étrangère,
elle continue à être active et à se détacher de l'Union soviétique. Il y a un accord historique de coopération du nucléaire civil entre l'Inde et les États-Unis. Bush, le président des États-Unis, vient signer l'accord en Inde, donc on assiste vraiment un rapprochement entre les deux pays. Il y a un renforcement aussi du partenariat de l'Inde avec l'Union européenne et le Japon. Les relations avec la Chine sont meilleures, même s'il y a des tensions aux frontières. Et puis, ça annonce un rôle croissant de l'Inde au sein du G20. Mais tout à l'heure, je disais que ça se terminait souvent mal par des tensions ethniques, mais l'autre malheur, ce sont les scandales de corruption. Alors, plusieurs scandales. J'ai pris le titre de la revue économique. L'entrée de l'Inde dans le capitalisme mondial s'est accompagnée d'une explosion de la corruption. Du gouvernement jusqu'au simple paysan, toutes les classes sociales sont concernées. Alors, j'ai mis là à la une deux scandales. L'un, c'est ce qu'on a appelé l'affaire du spectre 2G. Alors, le spectre 2G, c'est une portion des fréquences qui sont attribuées au réseau des mobiles, hein, pour la génération GSM notamment. Eh bien, ces portions de fréquences donc sont attribuées de manière, comment dirais-je, par des pots de vin à de nombreuses opérateurs de télécommunications. Et le second scandale concerne l'attribution de mines de charbon, hein, c'est le Coal Gate, qui plonge le secteur du charbon dans le chaos. Et donc là aussi, il y a beaucoup de personnel politique éclaboussé, notamment dans le parti du Congrès. Donc c'est vraiment la perte massive de crédibilité du parti du Congrès. De telle sorte que aux élections de 2014, eh bien, c'est une victoire écrasante du BJP, avec 282 sièges, donc à une chambre sur 543. Et j'arrive au galop, parce que le temps passe, à la troisième partie, c'est-à-dire les 11 dernières années, où là, elles sont marquées par l'arrivée comme Premier ministre donc de Modi. Alors, biographie très sommaire de Modi. Modi donc est né en 1950, au Gujarat, dans une famille modeste de vendeurs de thé. L'enfance est marquée par une forte discipline personnelle, un goût pour l'ascétisme, pour le travail. Il est très tôt actif dans un mouvement nationaliste de type paramilitaire, le RSS. Il reçoit aussi une formation idéologique forte, que je vais définir dans un instant, l'hindouité, c'est-à-dire la valorisation de l'hindou, culturel notamment. Alors, en effet, le système Modi est fondé sur, il me semble, deux choses. Un, le fait qu'il ait appartenu à un État, l'État du Gujarat. Tous les spécialistes disent que le Gujarat a profondément façonné la personnalité, la vision politique, l'idéologie de Modi. Donc, je reprends cela. En effet, le Gujarat, c'est un État qui est marqué par le commerce, l'entrepreneuriat, l'efficacité. Il est tourné vers le commerce, l'exportation. Il est ouvert aux diasporas qui sont installées en Afrique de l'Est, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et cette culture a influencé Modi dans sa valorisation de la libéralisation économique, dans son discours très volontariste
du développement économique. Et ce n'est pas un hasard si son slogan, qui est devenu national, Gujarat modèle, parce que ça met en avance la croissance, l'investissement, les infrastructures. Le Gujarat, c'est aussi un terreau qui a été de tout temps, on pourrait dire, favorable au nationalisme hindou. C'est le berceau de cette organisation militariste dont j'ai parlé et auquel a appartenu Modi, le RSS. C'est une région où l'Hindutva, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'hindouité, a longtemps eu un terrain fertile. C'est un État aussi où les tensions communautaires ont été très fortes, au moins depuis les années 60. Les émeutes de 2002, vous savez, ce wagon que des musulmans auraient enflammé, dans lequel il y avait des hindous qui revenaient d'un pèlerinage, et qui a suscité donc une réaction contre les musulmans terrible. Eh bien, ces émeutes, dans la mesure où Modi était Premier ministre, ont marqué énormément, donc, ont renforcé, même on peut dire, l'image de leader nationaliste de Modi auprès de la population hindoue. Le culte aussi de l'efficacité, du leader fort. Le Gujarat, paraît-il, valorise une culture de la rigueur, du travail, de la réussite individuelle. Et Modi a repris tous ces codes dans son style de gestion, dans sa communication, dans son discours sur la méritocratie, le devoir individuel. Bref, le Gujarat serait un mélange assez unique de modernité économique et de conservatisme social. Et cette double influence se retrouve bien dans la politique de Modi. C'est une politique économiquement libérale, mais culturellement très conservatrice. Bon, je passe. Et j'arrive au deuxième fondement, selon moi, selon ce que j'ai appris en lisant, c'est ce qu'on appelle l'hindutva, l'hindouité. Alors, ce n'est pas une religion. La religion, c'est l'hindouisme. C'est une idéologie. Et je fais cette comparaison, j'espère qu'elle est valable et pas risquée. De même qu'il y a islam et islamisme, l'islam c'est une religion, l'islamisme c'est une idéologie politique, eh bien il y a la religion, l'hindouisme, et l'hindutva, l'hindouité, qui est une idéologie politique, qui est formée depuis longtemps et que je définis, d'après ce que j'ai vu, avec 4 idées centrales. L'Inde, c'est la patrie, la terre sacrée des hindous. C'est-à-dire que l'hindutva, cette idéologie, considère que les seules communautés dont la terre d'origine est l'Inde, les hindous, les sikhs, les bouddhistes, sont les seuls à faire pleinement partie de la nation indienne. Les autres religions, les musulmans, les chrétiens, non. Deuxième socle, c'est un projet de nation culturelle unifiée. C'est-à-dire que l'hindutva défend l'idée que la culture hindoue doit être le ciment de l'identité nationale. C'est-à-dire que, au-delà des différences régionales, des différences linguistiques ou religieuses, il y a la culture hindoue. Un regard critique sur les minorités monothéistes, effectivement, l'islam, le catholicisme apparaissent comme des loyautés extérieures, c'est-à-dire que les musulmans et les chrétiens sont perçus comme un peu des gens de l'extérieur. Il y a une vision méfiante à leur égard. Et enfin, il y a un programme très strict de l'hindutva, le suivant: protection de la langue, protection de la langue nationale, l'hindi, respect des symboles hindous, la vache, le temple, et lecture de l'histoire qui valorise évidemment le passé hindou. Alors, les moments clés de la période, il me reste à peine 5 ou 7 minutes, eh bien, Modi a lancé donc toute une série de réformes fiscales, économiques, sociales. Il a commencé par
le programme qu'on a appelé l'Inde propre, c'est-à-dire que dès octobre 2014, il a donné pour mission à son gouvernement d'assainir toutes les infrastructures sanitaires, d'éradiquer notamment les déjections à l'air libre, notamment avec les vaches. Donc, une politique de propreté. Ensuite, il a permis que les populations les plus dépourvues puissent avoir des comptes bancaires. Donc, on pourrait appeler ça une politique d'inclusion financière. Et il a promu une campagne Make in India, c'est-à-dire la promotion des produits manufacturés indiens. J'ajoute que dans cette politique sociale et de développement, qu'il y a eu plusieurs programmes sociaux, notamment l'un qu'on a appelé Beti Bachao, Beti Padao, sauver et éduquer la fille. Ce sont des initiatives donc pour promouvoir davantage les fillettes, les filles, les femmes. Et autre programme social, Digital India, c'est la numérisation massive, c'est-à-dire il faut que l'Inde connecte ses habitants de plus en plus, développe les paiements électroniques, modernise l'administration. Deuxième aspect de ce programme, nationalisme et intégration territoriale, il y a eu une mesure tout à fait emblématique. Modi a supprimé le statut spécial du Jammu et Cachemire. Pour Modi, il ne doit pas y avoir de statuts spéciaux. Il faut que l'unité nationale soit totale et qu'il y ait une égalité complète entre les États. Enfin, Modi a beaucoup fait pour renforcer la présence de l'Inde sur la scène internationale, puisque l'Inde a bénéficié donc de la présidence du G20, qu'il a beaucoup mobilisé, moment historique, et elle a présidé l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Bon, bien entendu, tout ça ne va pas sans controverse, sans opposition. Il y a eu des grèves massives contre les politiques économiques en 2016, des tensions religieuses, puisqu'on a ouvert le temple de Ram à Odia, ce temple donc qu'on a construit sur l'emplacement de la mosquée qui a été incendiée. Bref, retenons surtout les 3 dernières lignes. Comme le dit l'historien Jaffrelot, Modi, c'est un national-populisme. C'est-à-dire, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie fondée sur une ethnie, l'ethnie hindoue, et favorisant celle-ci. Donc, c'est quand même une démocratie un peu spéciale. Voilà. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.